nous avons commencé ces 2 jours de conférence avec le SNCD, et c'est avec le SNCD que nous allons les clôturer. Frédéric Grelier, qui est directeur marketing d'Axiom France, et Philippe Nicard, qui est vice-président de la commission e-marketing et responsable de l'atelier e-routeur du SNCD, vont dégager au travers de l'étude Email Marketing Attitude de 2012 les grandes tendances de l'emailing aujourd'hui, les nouveaux supports, leurs usages, l'impact de l'email et une typologie comportementale des consommateurs. Je leur laisse la parole. Merci pour cette introduction. Bonjour à tous. Donc, je suis Philippe Nicard. Je vais commencer par vous faire une petite introduction sur... Ah, je ne suis pas sûr que ça marche. Sur le SNCD. Très bien. Donc, quelques mots sur le SNCD très rapidement, syndicat national de la communication directe. Un syndicat en fait qui est pas si jeune que ça, fondé en 1934, bien avant les canaux digitaux, et qui à ce jour regroupe environ 145 sociétés membres, qui sont des professionnels du marketing direct omnicanal, multicanal. Vous y retrouvez des prestataires qui sont dans le conseil, des gestionnaires de bases de données marketing, des fournisseurs de solutions CRM et plus particulièrement, notamment sur le métier du courrier, beaucoup de professionnels qui tournent autour de ça. Et bien évidemment, depuis quelques années, on a mis en place une commission e-marketing pour suivre toutes les évolutions de technologie, savoir-faire, etc. sur le marketing digital. Ce syndicat a 4 objectifs importants. Premièrement, développer l'efficacité de ces métiers, notamment sur la partie digitale, puisque les choses bougent beaucoup, et les techniques du marketing direct. Deuxièmement, favoriser les échanges entre les acteurs. C'est vraiment un syndicat professionnel qui est là pour finalement qu'on puisse parler entre professionnels et échanger sur nos façons de faire et nos façons de faire évoluer ces métiers. Troisièmement, favoriser la régulation de ces métiers dans le marketing direct, surtout de nos jours où la data prend de plus en plus d'importance, préserver les intérêts des consommateurs et réfléchir à toutes les problématiques de déontologie prennent un angle très très important et nous éditons beaucoup de fiches, notamment de fiches de déontologie au sein du SNCD pour nos membres et je dirais le marché en général. Et puis dernière action, une action de soutien, de valorisation de nos métiers, puisqu'effectivement, pour en revenir au point précédent, sur toutes les évolutions déontologiques, il peut y avoir par moment des menaces pour ces métiers et nous estimons que le marketing direct est important. Pas de marketing direct, plus de ventes, plus de développement de business pour beaucoup d'entreprises en France. Voilà. Je vais passer la parole à Frédéric qui va nous présenter l'étude et sa méthode. Bonjour, donc Frédéric Grelier, directeur marketing d'Axiom France. Avant de démarrer sur la présentation de l'étude, oui, ça marche. Je voudrais tout d'abord remercier le SNCD, donc au nom d'Axiom France et de ses collaborateurs, de nous permettre de participer à la réalisation de cette étude chaque année. Voilà, ça nous permet également de montrer l'implication qu'on souhaite avoir au sein du SNCD en tant que membre actif. Et évidemment, nous serons prêts dans les années qui viennent à reconduire le travail réalisé. Donc effectivement, cette étude elle est lancée à l'initiative de la commission e-marketing du SNCD. Pour réaliser cette étude, on a réalisé cette étude sur un questionnaire en ligne qui a été administré entre le 22 juin et le 15 juillet 2012 sur l'ensemble des inscrits à notre programme emailing Astuclick. Nous avons récolté 1287 réponses que l'on a bien évidemment rendues représentatives des internautes français. Voilà, je remercie les équipes Axiom qui ont travaillé également dessus et je leur fais totalement confiance sur les traitements statistiques qu'ils ont pu faire. Alors, on s'est effectivement posé la question à partir de cette étude de comprendre quels étaient les comportements et usages des internautes français vis-à-vis de l'emailing. Le sujet il est bien là, c'est comment les internautes français perçoivent l'emailing voilà, à l'heure du multicanal. Comment ils s'en servent, est-ce qu'ils achètent après un achat, quel est en tout cas leur comportement. On répondra aussi à une question que je pense qui est fondamentale, Philippe, qui est est-ce que l'email marketing est un bon levier pour les marques ? Et puis on verra effectivement comment on peut différencier les différents types, les comportements types par rapport à tout ça. Juste peut-être quelques chiffres en introduction. Donc on a à peu près
40 millions d'internautes aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2011, et on en attend les chiffres 2012, on a 115 milliards d'emails commerciaux qui ont été reçus, donc qui étaient envoyés par les internautes. Et ça, c'est en progression de plus 15% par rapport... Par les annonceurs. Pardon, qui ont été envoyés par les annonceurs. 115 milliards d'emails routés pour les annonceurs. Ah, on a perdu le son. Pour les annonceurs, chiffres comptabilisés par le SNCD en interrogeant les routeurs membres du SNCD. Donc c'est une très bonne image du marché français. Autre chiffre, je pense, qui est intéressant, donc là c'est plus chiffre des syndicats des régies Internet, donc la SRI qui réalise chaque année, comme vous le savez, avec Capgemini, une étude sur les investissements marketing des annonceurs en France. On est en 2012 à des investissements qui sont toujours en croissance, de l'ordre de plus 8% à 2,7 milliards d'euros. Ce qu'il faut savoir, c'est que bien évidemment le search, principalement Google, est le premier levier utilisé par les annonceurs et les agences, premier levier marketing, avec pratiquement 1 milliard d'euros. Ensuite, le display qui doit atteindre entre 620 à peu près millions d'euros cette année. Et l'affiliation et l'email marketing n'arrivent qu'en 4e position. L'ensemble des leviers sont en croissance. L'email marketing est le seul levier, en tout cas selon le SRI, qui, en termes de chiffres, est en stagnation par rapport à l'année précédente. Et ceci depuis quelques années déjà. Bon. On en reviendra d'ailleurs sur cette curieuse constatation en fin d'étude. On va rentrer dans le vif du sujet. Et en fait, avant de commencer à présenter les premiers chiffres, j'ai une question à poser à la salle. Cette étude, elle est orientée très B2C, donc on regarde le comportement et les usages des internautes consommateurs, B2C. J'aimerais savoir dans la salle si certains parmi vous ont aussi, ou peut-être surtout, des attentes concernant les internautes et leur usage de l'email en environnement B2B. Donc si vous pouvez simplement lever la salle. Très bien, donc c'est à peu près ce que je pensais. Donc vous êtes une large minorité, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant, loin de là. Alors la bonne nouvelle que j'ai à vous donner, c'est que le SNCD, depuis cette année, a débuté une seconde étude qui est la même que celle-ci, mais cette fois-ci pour les usages B2B. Alors ce n'est pas la présentation d'aujourd'hui, mais au vu des mains qui se sont levées, je vais quand même vous donner quelques chiffres sur l'étude EMEA B2B qu'on pourra donc mettre en perspective. On verra qu'il y a des choses qui sont assez semblables et d'autres qui sont assez différentes. Voilà. Alors on y va. Je veux bien que tu appuies. Voilà. Merci. Premier chiffre qu'on veut partager avec vous, c'est un indicateur qu'on suit d'année en année d'ailleurs, qui concerne le degré d'expertise que les internautes interrogés se donnent par rapport à leur utilisation, consommation du média Internet. Ça nous paraît important de comprendre effectivement comment se sentent les consommateurs vis-à-vis de ce média Internet. Au départ, quand on a commencé il y a 6 ans, il y avait effectivement des degrés d'expertise qui étaient finalement pas si élevés que ça. Aujourd'hui, sur une échelle de 1 à 5, on a une expertise moyenne qui est à 4,22. Je l'ai mise en perspective d'ailleurs par rapport à nos chiffres de 2010. On est à 4, enfin, ça ne bouge plus. Hein, c'est le constat. On a une belle proportion maintenant d'internautes experts. Je suis désolé. Oui, ça coupe. Je vais changer de micro. Est-ce que celui-ci va mieux? Oui, voilà. Donc on a sur ces tendances de degré d'expertise maintenant un marché qui est mature, on va dire, des internautes matures, avec 40% d'internautes qui se considèrent comme experts. Alors, pour vous, marketeurs, je pense que la conclusion par rapport à ça, c'est de garder à l'esprit effectivement que vos internautes maintenant comprennent très très bien les mécaniques de l'Internet. Et donc, à travers ça, et on va le constater, notamment dans la façon dont ils gèrent leur boîte email, les mécaniques marketing qu'il y a derrière ces canaux. Alors, pourquoi ça n'augmente pas plus? Ceci étant dit, on a des nouveaux entrants, notamment des populations seniors, et puis on estime aussi que face à une innovation continue avec maintenant des réseaux sociaux qui prennent de plus en plus de place, des tablettes qui arrivent, etc., l'usage de l'Internet se complexifie. Donc, de l'expertise, il y en a, mais c'est quand même un environnement qui est de plus en plus complexe. On va passer au slide suivant.
toujours un chiffre qu'on suit d'année en année qui est le développement la fréquence des achats sur Internet. Alors constat, sur cette étude, il y a moins de 7% d'internautes en 2012 qui ont acheté sur Internet. C'est-à-dire qu'il y a une écrasante majorité d'achats sur Internet et en fait, vous avez 45% pardon, des internautes qui déclarent avoir acheté au moins une fois par mois. Ce sont des chiffres d'ailleurs qu'on trouve tout à fait en cohérence avec d'autres chiffres qu'on peut regarder par exemple sur la FEVAD, FEVAD qui déclare que 77% des consommateurs achètent à distance, donc à distance au sens large, on est bien d'accord. Et puis Médiamétrie aussi publie un observatoire où effectivement il a constaté qu'au deuxième trimestre 2012, on avait 30 millions d'internautes sur 41 millions qui avaient acheté. Alors on ne parle pas de fréquence là, mais 30 millions sur 41 millions déclarés avoir acheté en deuxième trimestre 2012. Donc effectivement, le canal Internet aujourd'hui est un canal qui est très intéressant pour vous, marketeurs. Donc bonne nouvelle. Maintenant, regardons ça un petit peu plus près. Alors, je vais te repasser la parole, Frédéric, et puis on va s'intéresser aux notions de boîte email, nombre de boîtes email principale, secondaire, etc. Alors effectivement, on s'est intéressé à leur demander combien vous êtes d'adresses email et ensuite, à partir de ces adresses email, est-ce que vous avez une adresse email principale et une adresse email secondaire? Première question, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'effectivement, sur ce qu'on appelle l'adresse email principale, 61% des internautes nous disent « j'ai mon adresse email principale depuis 5 ans et plus ». Donc on commence à être vraiment sur l'adresse email qui devient, en tout cas principale, qui devient pérenne. Et ça, je pense que c'est important de le noter parce que ça signifie qu'à travers une adresse email, on commence aussi à avoir une notion de suivi de l'internaute dans le temps. Et au même titre que l'adresse principale, que l'adresse postale était bien évidemment pérenne, même si bien évidemment il fait réaliser des traitements réguliers dessus, on s'aperçoit en tout cas que l'adresse email principale est une adresse auquel l'internaute est maintenant fidèle. Ce dont on s'aperçoit également, et ça c'est un constat majeur, je pense, par rapport à la problématique de la gestion des bases emailing, on voit que le nombre d'adresses email par internaute augmente, puisqu'on est passé de 2 adresses email en moyenne en 2010 à 2,3 en 2012. Et vous voyez, on est 61,2% des internautes ont 2 adresses email et plus, d'accord, versus 53,9% en 2010. Donc on a une croissance significative, on peut le dire, du nombre d'adresses email. Vous vous souvenez, on disait en introduction qu'on avait 40 millions d'internautes. Vous faites 40 millions d'internautes fois 2,3 adresses email en moyenne. Ça veut dire qu'on a à peu près 80, 85, en tout cas on est proche des 90 millions d'adresses email actives en France. Et toute la problématique, effectivement, comme tu l'as dit, on va revenir dessus dans quelques minutes, c'est donc on peut avoir un internaute qui se cache derrière plusieurs adresses email. Donc vous, en tant que marque, comment traiter cette problématique? On va voir qu'il y a des choses assez intéressantes par rapport à ça. On va s'occuper un petit peu de fréquence maintenant. Donc dans ces chiffres-là, on cherche à comprendre la fréquence avec laquelle ces internautes consultent leur boîte de messagerie. Alors déjà, on va regarder la boîte de messagerie principale. 90% des internautes consultent au moins une fois par jour leur messagerie principale. Je pense que, comme on dit, la messe est dite. Vos internautes sont en attente de communication, alors des communications personnelles, des communications commerciales, de marque. Mais voilà, pour le marketeur, il y a une opportunité de pouvoir communiquer facilement, finalement, à sa base prospect ou client. Et puis aussi un challenge, parce que quand vous pensez qu'un internaute consulte quotidiennement sa boîte email, il faut donc être prêt à avoir du contenu qui est très pertinent, et voire même si la gestion des bases est peut-être pas tellement optimisée et que vous communiquez à vos clients à la fois sur les boîtes principales et secondaires, il peut y avoir une fatigue. Alors justement, regardons sur les adresses secondaires, quelle est la fréquence.
Et bien sûr, les adresses secondaires, j'étais le premier surpris en constatant ce chiffre. On est à plus de 60% des internautes alors dans les internautes qui ont au moins 2 adresses email, évidemment, plus de 60% de ces gens-là regardent aussi au moins une fois par jour leur boîte de messagerie secondaire. Hein, donc la problématique de faire attention à pouvoir finalement dupliquer, ou en tout cas comprendre qui se cache derrière la boîte email est très très important. Parce que si vous faites, et notamment quand on est dans les opérations de conquête, et ça c'est quelque chose qui est très connu, hein, des mauvais plans fichiers peuvent vous conduire malheureusement à des situations où vous allez finalement atteindre le même internaute par plusieurs biais sur la même campagne de conquête. Donc là, vous allez avoir des problématiques d'usure de votre marque qui peuvent être très préoccupantes. En termes de plan fichier, tu as peut-être des commentaires à faire toi-même, parce que c'est l'un de vos métiers quand même chez Axiom, de faire de la data. En termes de plan fichier, donc oui, peut-être enrichissement. Rapidement pour présenter Axiom. Donc effectivement, on est un acteur de la data. Notre métier, c'est d'accompagner les annonceurs dans la connaissance client et le ciblage marketing. Donc on accompagne les agences et les annonceurs sur comprendre justement quels sont leurs clients et comment on peut utiliser cette connaissance client dans l'exécution des campagnes en ciblant à partir de différentes segmentations. Nous, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, et ça c'est un élément clé, et je pense que cela a toujours été dans le domaine du marketing relationnel, c'est que les campagnes sont toujours plus performantes lorsqu'on les cible et lorsqu'on adapte bien évidemment l'offre à la bonne cible, tout simplement. Et ça, pour nous, ça passe par un plan fichier qui s'établit connaissant ses clients, donc qui ils sont en termes de profil sociodémographique, mais aussi par rapport à des appétences à différents fichiers et à des marques. Très bien. Merci Frédéric. Pour continuer, toujours sur l'adresse principale maintenant, on cherche à comprendre qu'est-ce qu'on en fait en priorité de cette adresse email principale. 70% des internautes déclarent gérer leur correspondance, 57% faire des achats et 36% pour accéder aux réseaux sociaux. Alors là, il y a quelque chose vraiment de très important, un message très important que je voudrais faire passer par rapport à ces fameux réseaux sociaux versus email. Il y a eu beaucoup de polémiques en disant l'email est cannibalisé par les réseaux sociaux, etc. Pour moi, il y a une illustration qui est très intéressante ici, qui est de constater que les réseaux sociaux, finalement, sont le meilleur allié de l'email. Aujourd'hui, l'activité sur les réseaux sociaux, finalement, est une très bonne façon de promouvoir et de développer l'utilisation de la boîte email. Et ça, vraiment, je pense qu'en tant que marketeur, il faut se poser beaucoup de questions par rapport à ça. Et on va voir tout à l'heure, on va parler de viralité. On va s'apercevoir effectivement qu'on retrouve l'email et les réseaux sociaux dans ce contexte-là. Plus précisément, on a cherché ensuite à analyser sur cette adresse email principale, quand on est client de la marque, quelles sont les finalités, les objectifs d'email d'une marque cliente dont on veut entendre parler. Alors, dans 50% des cas, c'est pour recevoir de l'offre promotionnelle. Donc ça, c'est assez important. Marketeur, vous avez des clients, vos clients ont acheté, ils sont fidélisés ou en cours de fidélisation, ils veulent avoir de la promo. Alors, petite mise en perspective avec le monde B2B, pour ceux qui ont levé la main tout à l'heure. En fait, en B2B, c'est assez différent. Ce qui ressort en majorité sur le B2B, c'est surtout, quand je suis un professionnel qui reçoit des emails commerciaux, c'est d'avoir des informations pertinentes, des informations innovantes sur les solutions B2B sur lesquelles je reçois de la pub, pour m'aider finalement à mieux faire mon métier. La notion de promotion vient en second rang. Chez le consommateur, il y a quand même cet tempérament, on va dire, un petit peu chasseur de primes qui ressort. Bon, après, vous avez effectivement des attentes de recevoir des bons plans, invitation à des ventes privées, ce genre de choses. Et puis, recevoir de l'information continue aussi est très, très important. Voilà. Les alertes, c'est évidemment toutes les communications qui sont liées au suivi des achats, etc. Si on passe sur le slide suivant, ah oui, avant que je change de slide, si vous pouvez poser cette même question aux internautes sur leur utilisation d'adresse principale pour des marques dont ils ne sont pas clients, vous perdez à peu près 30 points. Donc la conclusion là est très claire. L'internaute, alors soit de manière consciente ou inconsciente, organise sa gestion des boîtes email de telle sorte que la boîte email principale, qui est la boîte de confiance
est avant tout utilisé pour les interactions avec les marques dont je suis client. Et comme on va voir sur le slide suivant, la boîte secondaire ou les boîtes secondaires, c'est le contraire en fait. Les boîtes secondaires, ce qui ressort surtout, c'est pour de l'email de prospection. J'attends effectivement des offres, alors toujours des offres, des promos, mais de marques dont je ne suis pas client. C'est surtout ça l'attente. Les chiffres des marques dont je suis client sur les boîtes secondaires sont beaucoup plus bas. Donc chez l'internaute aujourd'hui, c'est très clair. Dans sa maîtrise de ce canal Internet, il a très bien compris que finalement des marques dont il est client, il y a un bon degré de confiance aujourd'hui, il va les placer sur sa boîte principale. Il peut être intéressé par d'autres promos, par des promos de marques dont il n'est pas encore client, et là il va les mettre simplement dans des boîtes secondaires. Donc ça a beaucoup d'impact pour vous en tant que marketeur par rapport à l'organisation de vos données, par rapport à vos systèmes marketing, les systèmes marketing qui vont gérer à la fois des bases prospects et des bases clients. De mon point de vue, il y a des enjeux technologiques qui sont assez forts à réfléchir et qui doivent être vus avec vos prestataires qui vous fournissent ces solutions marketing. Voilà, donc pour résumer par rapport à ces comportements et usages, je l'ai déjà dit, mais rapidement, et c'est toujours bon de se répéter un petit peu, adapter ces data mart avec un S, s'il vous plaît, je suis désolé de la faute d'orthographe, à la multiplication des adresses email est important. Gérer la pression marketing, on l'a vu, 90% des internautes consultent leur messagerie principale de manière quotidienne et 60% ceux qui ont plusieurs adresses email consultent la boîte secondaire quotidiennement. Et puis faire le distinguo sur les opérations de conquête et de fidélisation, sur la nature des adresses email qu'on est en train d'atteindre, et prévoir des mécaniques, notamment d'un point de vue technologique, qui vont vous permettre, une fois que vous avez acquis un client en prospect qui devient client, garder à l'esprit qu'on va certainement communiquer avec lui par d'autres adresses email quand il est devenu fidélisé. Voilà. Nouveau support et usage. Je te passe la parole. Juste peut-être pour insister sur ce point-là, Philippe, je pense que bien sûr, adapter ces data mart, multiplication d'adresses email, ça signifie très clairement que lorsqu'on parle de vision unique quelque part du client ou du consommateur, l'adresse email n'est plus suffisante. Il faut vraiment revenir sur l'adresse postale, nom, prénom, adresse postale, et constituer dans sa base de données en réalité un identifiant qui soit un identifiant unique, en se donnant la possibilité d'avoir des champs qui sont, oui, j'ai des adresses email différentes potentiellement pour un même client. Et agréger également l'ensemble des comportements, du coup, lorsqu'on a créé des indicateurs marketing, en utilisant l'ensemble de ces différents adresses email. Donc je pense que ça, c'est très important. Si en tout cas, on veut avoir la vision globale de l'internaute au sein de son data mart marketing et email notamment. Alors effectivement, on va s'intéresser aux nouveaux supports et leurs usages. Bien évidemment, c'est un domaine qui est de plus en plus important. Vous savez probablement qu'on a dépassé, en tout cas le nombre de tablettes a dépassé, les ventes de tablettes ont dépassé les ventes de PC sur cette fin d'année. Aujourd'hui, selon GfK, on a à peu près 3,4 millions de tablettes qui ont été vendues en 2012. Et on est sur un peu plus de 13 millions de smartphones donc vendus en 2012 en France. En termes de parc, on a 39% des Français qui possèdent un smartphone, donc ça c'est selon l'étude Télécom de Deloitte, et 15% une tablette. Et bien évidemment, ces chiffres-là, ils continuent à croître. Et bien évidemment, il y a des nouveaux comportements qui sont liés à l'utilisation, en tout cas l'équipement de ces smartphones et de ces tablettes. Et on va voir principalement par rapport à l'email quel type d'implication ça a. Et je le rappelle encore une fois, principalement par rapport à l'email, parce qu'il y a évidemment des implications par rapport aux achats sur Internet. Donc, quel support utilisez-vous pour accéder à Internet? Vous voyez, forte croissance de la tablette numérique, mais j'ai envie de dire sans surprise. Et on est à x9 sur ce qu'on appelle la télévision connectée. Et les consoles de jeux, je crois de mémoire qu'il y a à peu près 3 millions de télévisions connectées en France. C'est vrai que sur cette étude-là, vu l'ampleur du phénomène, on n'avait pas splitté TV connectée, console de jeux. Il faudra probablement le faire dans la prochaine étude. L'année dernière, on n'avait quasiment rien sur la TV connectée. Donc là, il y a quelque chose qui va se passer dans les années suivantes pour cette étude. On va chercher à creuser ce qui se passe sur cette TV connectée. Là, c'est une grande découverte, entre guillemets, même s'il y a encore peu d'activité. Voilà. Et bien évidemment, quand on leur pose la question, donc quel support utilisez-vous pour accéder à Internet?
Ordinateur, que ce soit expert et débutant, à plus de 95%. Mais on voit que les experts Internet utilisent le smartphone pour se connecter à hauteur de 67,5% d'entre eux versus 10% pour les débutants. Et sur la tablette numérique, donc 27% des experts utilisent la tablette numérique pour se connecter. De même, lorsque l'on pose la question sur quel support utilisez-vous pour consulter votre correspondance pour votre adresse principale, bon, bien évidemment, les chiffres sont encore relativement faibles sur la tablette, puisqu'on a 6,2% qui est principalement lié au taux d'équipement, mais on voit en tout cas que ce chiffre est en croissance. 25% via le smartphone, et surtout 85%, on le voit, des possesseurs de smartphone consultent leurs emails plusieurs fois par jour à partir de leur smartphone. Carrément le prolongement de soi. Et très clairement, plus on utilise le smartphone, plus on va consulter sa messagerie principale. Petite mise en perspective avec l'étude de EMA B2B, on a exactement les mêmes tendances. Avec de mémoire sur la tablette, un pourcentage qui est un petit peu plus faible pour le moment, mais on est sur vraiment les mêmes proportions. Évidemment, en B2B, ce qui ressort aussi sur les consommations ordinateurs et smartphones, c'est qu'on est beaucoup en continuité, puisque forcément, pendant toutes les heures de la journée au bureau, on est beaucoup plus branché sur les emails. Alors, slide suivant, par rapport à ces nouveaux supports, qui sont peut-être plus si nouveaux que ça d'ailleurs, est-ce qu'on peut détecter des différences d'utilisation entre notamment smartphone et tablette? Alors là, oui, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Je vous laisse lire le slide, je ne vais pas aller trop dans les détails, mais les informations à retenir, c'est qu'effectivement, le smartphone est privilégié pour gérer sa boîte email, donc pour traiter les courriers. On utilise le smartphone pour décider ce qu'on va conserver comme email en vue de les traiter et d'aller plus dans les détails plus tard, donc chez soi, au bureau, etc. Donc on est vraiment sur une approche omnicanale. On parle beaucoup d'omnicanalité, elle est là l'omnicanalité. Vous ouvrez en mobilité, vous faites le choix de garder ou pas une communication, puis après vous allez finir de la traiter plus tard. Notre étude MMA, Mobile Marketing Attitude, effectivement, nous indique que 77% des mobinautes déclarent vouloir traiter plus tard un contenu vu sur un mobile au format PC. Ce qui veut donc dire, là, c'est vraiment une astuce importante pour les marketeurs, il faut soigner de plus en plus vos créas email sur le mobile. Et notamment, au-delà de la créa, surtout le sujet et l'expéditeur, qui soit bien reconnaissable, qu'on décide de ne pas éliminer ce message, et puis voire même si on l'ouvre rapidement, qu'on puisse rapidement avoir une première impression sur ce contenu, ensuite en vue de peut-être avoir une conversion sur la tablette. Et effectivement, sur la tablette, on s'aperçoit que la tablette est privilégiée pour finalement convertir, de passer de l'email à un site ou je ne sais quoi, ou peut-être à un magasin d'ailleurs, pour aller à un acte d'achat. Rappelez-vous ça. Et ça, c'est aussi dans cette expertise montante de l'internaute. Il utilise le bon outil au bon moment pour un usage spécifique. Je te redonne la parole, Frédéric. Donc, comme le disait effectivement Philippe, importance d'adapter ses créas pour que le message s'affiche correctement. Pourquoi? Parce que lorsqu'on leur pose la question, ces internautes nous disent si le message ne s'affiche pas correctement, donc en l'occurrence, si l'image ne s'affiche pas correctement, il y a 81,5% des internautes qui effacent directement le message. D'accord? Donc, il y a plusieurs supports. Important de pouvoir reconnaître les supports et totalement adapter votre créa email au support de manière à ce que l'image s'affiche correctement. Vous voyez, 64% ne cliquent pas dans l'email et 92% n'ajoutent pas l'expéditeur à leur carte d'adresse. Donc c'est vraiment un point clé et fondamental qu'il faut retenir. Et en tout cas, en tant qu'utilisateur personnel, je trouve que malheureusement, très souvent, on oublie on va dire, ce fondamental-là. Le principaux enseignements donc pour les marketeurs, donc il est important d'adapter votre marketing au multi-support, au multi-écran et de s'apercevoir qu'effectivement, au-delà de multi-équipements en email, l'internaute est de plus en plus également multi-écran. Et on parlait tout à l'heure de pression marketing, se pose encore cette pression marketing. Adapter les créas email aux différents usages. On l'a vu, le smartphone favorise principalement la gestion et la consultation de sa messagerie,
mais le vrai usage, en tout cas de l'emailing, se fait ensuite soit sur son ordinateur, soit sur sa tablette. Et puis la tablette, très clairement, grâce à sa facilité de navigation, favorise l'acte d'achat suite à la réception d'un. Très bien. On continue. On va maintenant s'intéresser un petit peu plus à l'email marketing en tant que tel vis-à-vis des consommateurs et essayer de comprendre quelles sont les opportunités et puis, je dirais, les challenges. Et on va commencer déjà par faire un rappel, alors là, qui nous paraît quand même assez éloquent, hein, une question très simple qu'on a posée: par quel système de communication préférez-vous suivre l'activité d'une marque et de ses offres commerciales? Alors, dans un contexte digital, hein, on est bien d'accord. Ce qui vient en tête, c'est le site officiel de la marque, et très rapidement derrière, vous avez l'email ou les newsletters, hein, les offres promo, les offres envoyées par email, les newsletters. Donc là, un message très fort qu'on voudrait vous faire passer, notamment par rapport à ces fameux budgets marketing qui ne privilégient pas toujours l'email. L'internaute a bien compris, et on verra d'ailleurs aussi plus tard que la confiance est plutôt positive, a bien compris qu'il a, avec l'email, le moyen pas forcément de converser avec sa marque, mais en tout cas d'en savoir plus sur ses marques préférées. Les réseaux sociaux sont là, mais en fait, finalement, ils sont à un niveau beaucoup plus faible. Alors, ce qui ne veut pas dire que les réseaux sociaux ne sont pas bons, ce n'est pas du tout ça. Mais les usages sur les réseaux sociaux sont différents, et on va revenir un petit peu plus là-dessus tout à l'heure. Mais quand il s'agit d'avoir des offres commerciales, ce qui nous paraît très clair sur ce slide, c'est que l'email est vu comme un canal finalement très, très utile d'un point de vue consommateur. Alors, on s'est intéressé à l'impact de l'emailing sur les ventes. Et on leur a dit, quand vous recevez un email, vous achetez ou vous achetez pas? Et la réponse, elle est oui, effectivement, ils achètent sur Internet suite à la réception d'un email. Et vous voyez, c'est 45,7% d'entre eux nous déclarent: j'achète suite à la réception d'un email, j'achète sur Internet. Donc on a vraiment le canal email en tant que canal d'achat, bien évidemment. Et puis ensuite, mais j'achète aussi en magasin pour 16,8% d'entre eux. Et là, on se dit, OK, Internet a servi comme canal de prescription. L'internaute est allé voir effectivement le produit, mais ensuite, il a décidé d'aller acheter en magasin. Et puis, vous avez aussi des gens qui achètent par correspondance, par la poste, par téléphone, parce qu'ils ont ce comportement-là et qui ne font pas forcément confiance à l'Internet. Voilà, donc ça, c'est important. On est vraiment sur ce qu'on appelle le multicanal. Hein. Le consommateur est multicanal. Il peut faire des recherches online et acheter offline, hein, tout le fameux RIPO, Research Online et Purchase Offline. Et on le voit donc, c'est clé, ce comportement multicanal. Et ensuite, ça implique aussi que lorsque vous mesurez les effets de vos campagnes marketing, notamment par email, vous puissiez prendre en compte ce phénomène-là et vous dire qu'effectivement, le retour, la mesure du retour direct sur votre site web n'est pas la bonne analyse, puisque forcément il y a des impacts, en tout cas pour ceux qui gèrent des magasins, il y a aussi des impacts sur les ventes en magasin. Oui. Je suis désolé, hein, j'ai des problèmes de micro aujourd'hui. Quelques exemples que je veux prendre, si vous regardez par exemple des sites comme Fnac et Darty. Fnac et Darty ont bien compris ces phénomènes de recherche online et puis achat, pas forcément online mais offline, et vous avez souvent des deals spécial Internet. C'est pour ne pas créer des effets de mauvaise surprise quand on arrive en magasin, ou pourquoi pas pour orienter certains achats vraiment pour les acheteurs Internet sur Internet, et puis le reste de la population va aller acheter autre chose en magasin. A contrario, vous avez des gens aussi comme Pixmania qui à l'origine étaient des pure players, qui ont vite compris, et ils ont été parmi les premiers à le faire, hein, dans les pure players, à ouvrir des magasins physiques. Voilà, on continue. Et peut-être juste dans l'autre sens, hein, évidemment, les cataloguistes n'ont pas abonné le catalogue. Je crois que la Redoute réalise 80% de son chiffre d'affaires online. Et très clairement, ces gens-là ne se voient pas arrêter demain le catalogue, puisqu'ils savent bien que le catalogue permet de générer des ventes sur le site web. Alors, pourquoi les internautes acceptent de recevoir les newsletters? On a parlé de promotion tout à l'heure. La promotion revient encore parmi les principaux leviers d'acceptation de la réception de newsletters. Et ça, c'est un des fondamentaux, hein, du marketing direct et du marketing relationnel.
pour intéresser son client ou pour intéresser son prospect, il faut qu'il ait l'impression qu'il y a effectivement un intérêt pour lui dans l'offre qu'on lui apporte et que du coup, il a le privilège de recevoir quelque chose d'exceptionnel. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut garder. Ensuite, vous voyez, la deuxième raison, c'est simplement par curiosité ou peut-être tout simplement aussi par relation avec la marque. Et ça, c'est aussi un élément qu'on a pu observer dans cette étude. Bien évidemment, les internautes sont sensibles à la pression commerciale et à l'adéquation de l'offre à leur profil. Le fameux adage du marketing relationnel qui est la bonne offre au bon internaute, au bon prospect, par le bon canal au bon moment, il est toujours vrai. Je pense qu'il sera de plus en plus vrai. Et que, bien heureusement, l'évolution, en tout cas des outils digitaux que l'on a aujourd'hui, nous permettent d'atteindre cet adage de plus en plus. Et vous voyez, si on ne respecte pas cet adage, très souvent, ils se désabonnent d'un email. Et les principales raisons de désabonnement, c'est je reçois trop souvent d'offres d'email de cet expéditeur à 63%, ou les offres que je reçois ne me correspondent pas. 54%. Voilà, donc il y a toujours une problématique de maîtriser la pression marketing. Se rappeler aussi que lorsqu'on était j'ai plus de 2 adresses email en moyenne par internaute, la pression marketing, il faut la gérer au niveau de l'individu. Et donc, il faut être capable, effectivement, de gérer cette sollicitation en fonction des différents emails d'un internaute. Alors, maintenant, effectivement, quand malheureusement les choses ne se sont pas bien passées ou il y a une perte d'intérêt du consommateur pour les offres par email qu'il reçoit de ces marques, qu'est-ce qu'il fait pour arrêter ça ? Alors ça, je trouve que c'est une bonne nouvelle, parce qu'aujourd'hui, vous avez quasiment la moitié, 42%, mais on n'est pas loin de la moitié des internautes qui cherchent le lien de désinscription. Il y a quelques années, on en était à des problématiques du genre « je ne fais rien », ou je détruis l'email, je fais une déclaration spam. Aujourd'hui, 42% des internautes, et ça, on voit bien le degré de maturité qui a grandi, et le degré de confiance, cherchent tout simplement à se désabonner. En B2B, par contre, mise en perspective, on est sur des résultats malheureusement relativement différents. En B2B, simplement 20% des internautes B2B vont chercher à se désabonner. Pourquoi ? En fait, là-dessus, c'est ce qui est ressorti de l'étude. Il y a un problème assez important de confiance de l'internaute B2B face aux marques qui lui envoient des emails et confiance face à ces messages commerciaux. Et je reviendrai là-dessus dans quelques minutes. Pour continuer, on va parler de viralité. Je l'avais déjà suggéré tout à l'heure. En fait, la viralité est en augmentation. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. C'est aussi pour moi des signes assez évidents que l'internaute comprend, maîtrise de plus en plus ses canaux Internet et en fait profiter ses amis. Et de plus, avec le phénomène social, je pense que le partage est de plus en plus naturel et de toute façon d'ailleurs ce partage se fait aussi, ça fait partie des 10% en 2012 par rapport à 2011 où on n'avait que 4. On a de plus en plus d'internautes qui ont même le réflexe de partager sur les réseaux sociaux. Donc là je reviens sur ce que j'avais dit tout à l'heure, il n'y a pas de mauvaise concurrence on va dire, ou est-ce qu'il vaut mieux faire de l'email que du réseau social, etc. Encore un bel exemple je trouve où on peut constater que les deux canaux marchent ensemble au bénéfice des consommateurs et bien évidemment aussi des marques. La viralité, grâce à un bon mariage de l'email et du réseau social que le consommateur a parfaitement compris, est en plein développement. Par rapport aux problématiques de spam, le spam, on a longtemps parlé de spam email. Je dirais que là-dessus, il n'y a pas beaucoup de changements par rapport aux années précédentes, c'est-à-dire que le spam, de façon générale, il y a beaucoup de définitions, comme vous pouvez le voir, et il y a quand même encore, sur les plus grosses les définitions du spam qui ressortent le plus, une sorte de crainte vis-à-vis d'emails dangereux, qui sont considérés comme virus. C'est-à-dire quand vous parlez aux fournisseurs d'accès Internet, c'est ce qu'ils constatent aussi, eux, en parlant à leurs propres usagers. Il y a aussi, et ça c'est en augmentation, un spam, c'est un email classé comme un spam, en fait. Bon, je vais dire, on enfonce des portes ouvertes. Mais ça, pour nous, ça traduit quelque chose d'assez fondamental, qui est qu'il y a
dans ce degré de maturité croissant de l'internaute, aujourd'hui, il y a une confiance de plus en plus nette de l'internaute vis-à-vis de son FAI ou de ses systèmes anti-spam pour finalement suivre les diagnostics qui sont faits par les outils. Donc l'internaute se sent de plus en plus en confiance et effectivement, quand quelque chose passe en spam, il fait confiance au diagnostic. Pour continuer, est-ce que derrière ça, on a eu des évolutions sur la perception du nombre de spams reçus? Alors oui, effectivement, là-dessus, il y a aussi une tendance qui se passe bien mieux pour les marketeurs, qu'on avait constaté depuis, ça avait commencé ça un petit peu en 2010 et en 2011, ça avait continué. Aujourd'hui, il y a quand même une perception de la part des consommateurs qu'ils reçoivent moins de spam. Vous avez des chiffres en baisse sur les forts volumes de spam reçus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pour nous, il y a trois explications qui sont très, très simples. Déjà, une meilleure compréhension de l'internaute qui aujourd'hui comprend qu'il a pu s'abonner ou qu'il peut recevoir des communications parce qu'il est client d'une marque et au lieu de dire c'est un spam, il va chercher à se désabonner. Il comprend mieux la mécanique des abonnements, il lui fait confiance. Il y a une meilleure maturité aussi des marketeurs qui quand même font beaucoup de travail pour mieux cibler et être plus qualitatifs dans leur campagne email. Et puis, il y a aussi un meilleur travail des fournisseurs d'accès Internet. La semaine dernière, au sein du SNCD, on a rencontré quelqu'un d'SFR et on faisait un constat autour de la table. Aujourd'hui, des problèmes de délivrabilité et de spam avec SFR, il n'y en a quasiment plus. Les choses se passent bien. Voilà. Alors, les enseignements pour les marketeurs, pour conclure sur cette partie et passer après à la typologie. De notre point de vue, effectivement, l'email est un canal qui est vraiment indispensable pour les marques. Alors, pas forcément pour acheter sur Internet, c'est vrai, mais ça fait partie d'un passage très obligé dans des stratégies de marketing direct et de marketing relationnel. L'email a un fort pouvoir de prescription. Ça, je pense que c'est un point qui est important de soulever, notamment en se mariant avec avec des usages croissants des réseaux sociaux. Et effectivement, les réseaux sociaux sont un relais important pour l'email. Alors, pas forcément un réseau social qui est là pour, avoir des nouvelles interactions au niveau des achats avec les marques, mais un réseau social qui permet de partager des offres de manière beaucoup plus puissante. On va passer à la typologie. Alors, effectivement, quand on a l'ensemble de ces données qui arrivent vers ce questionnaire, on se dit forcément comment on peut résumer tout ça et constituer, en tout cas, comment on peut découvrir à partir de ces données des groupes, types, des comportements des internautes français vis-à-vis des mailings. Et quand on a toutes ces données, on réalise une typologie. Donc, bien évidemment, c'est une photographie. Et surtout, l'objectif de la typologie est de permettre d'avoir une structuration, on va dire, des différentes photos possibles, des comportements des internautes face à l'emailing en France. Et évidemment, parfois, on peut être un peu dans la caricature, mais c'est aussi l'objet. Premier point, c'est qu'on a identifié 6 groupes différents des comportements et des intérêts des internautes à l'emailing. Le premier groupe est un groupe de mobinautes très experts. Vous voyez, 17% des foyers français, des internautes français, pardon. Mobinautes au sens où ils ont besoin d'avoir Internet avec eux tout le temps, y compris en mobilité. Donc, c'est des populations qu'on va trouver beaucoup plus équipées en mobile ou en tablette, et experts parce qu'ils sont vraiment experts dans l'usage d'Internet. Donc, ils connaissent parfaitement les rouages d'Internet, ils connaissent bien ce qu'est le spam, et ils ont une très bonne utilisation de l'email marketing. Ensuite, deuxième groupe, les experts Internet, 12% des internautes français, qui sont effectivement très addicts à Internet, mais qui ne sont pas encore passés à un besoin d'Internet 24 heures sur 24 en mobilité. Ensuite, il y a un troisième groupe qui sont les marques addicts, à peu près 14% des internautes français, qui, dès qu'ils vont recevoir un email vis-à-vis de la part d'une marque, vont ouvrir et vont être réactifs. Voilà, et ça, c'est important que dans l'emailing, il y ait une notion de marque. Les emails addicts, qui d'une manière générale ouvrent leurs emails, quel que soit l'expéditeur, et qui ensuite vont donc aussi avoir des actions, soit sur le site web, soit en partage avec leurs amis. Ensuite, on a un groupe, le cinquième groupe, qui sont les consommateurs détachés. Donc en réalité, il y a peu de moyens. Et même s'ils reçoivent les emails et qu'ils peuvent les ouvrir, ils ne vont pas forcément avoir des actions d'achat. Derrière, ça représente à peu près 13% des internautes. Et puis, on a les internautes détachés.
Et on pourrait se dire que c'est un pourcentage qui est important, mais la réalité, elle est là. C'est 26% des internautes qui sont détachés et qui vivent avec Internet parce qu'il faut vivre avec son temps et qu'Internet est là aujourd'hui. Et principalement, quand on positionne ces différents groupes sur deux axes explicatifs des différences de comportement, on a un axe besoin d'engagement de la marque vis-à-vis de l'internaute, et puis intérêt et usage à Internet. Et vous voyez, on peut positionner les bobinotes experts et les experts Internet avec une forte expertise, mais aussi un besoin d'engagement de la marque. Ce qu'on appelle l'engagement de la marque par rapport à nos problématiques d'emailing, c'est effectivement que la marque s'engage à m'adresser des bonnes promotions, à m'adresser les bonnes offres compte tenu connaissant mon profil, connaissant mes centres d'intérêt, mais aussi à me respecter en tant qu'internaute en s'assurant de gérer la pression marketing comme on l'a vu. Et de l'autre côté, vous voyez, vous avez des populations qui sont plutôt marque addictes et qui là, ouvrent et se fichent quelque part de la pression marketing. Je propose qu'on aille directement au slide de conclusion pour qu'on puisse prendre quelques questions. Hop là. Alors, cette présentation est téléchargeable sur le site du SNCD. Il y a une version publique qui est la version que vous avez vue aujourd'hui, sncd.org. Vous n'avez pas besoin d'être membre. Par contre, si vous choisissez de rejoindre le syndicat, ce qu'on aimerait que vous fassiez, bien évidemment, vous aurez une version beaucoup plus étendue, beaucoup plus complète de cette étude. Quelques mots de conclusion que tu peux faire peut-être, Frédéric ? Oui, merci Philippe. Donc effectivement, les recommandations par rapport à cette dernière partie, c'est qu'on pense que c'est important de structurer ces datas. Quand on dit structurer ces datas, c'est non seulement structurer sa base email, mais y a rattaché très rapidement les données comportementales liées à l'emailing pour pouvoir mieux cibler et avoir des offres personnalisées, voire très clairement segmenter aussi sa base par rapport à une réactivité email, mais aussi par rapport à des données d'appétence, à des offres et à des produits. L'idéal, c'est de bien évidemment pouvoir lier votre base ICRM à votre base CRM, de manière à casser les silos et avoir des visions globales, en tout cas du consommateur, sur qu'est-ce qu'il fait chez vous en termes d'achat et comment il réagit par rapport à l'emailing, de manière à construire des bases et des segmentations qui prennent en compte l'ensemble de ces éléments-là. Ensuite, puisqu'on parle de qualification, on peut aller plus loin, bien évidemment, dans la qualification en mettant en œuvre des questions. On va demander à l'internaute quels sont vos centres de préférence. Et ça doit permettre de qualifier chaque internaute sur ses centres d'intérêt et donc de personnaliser les offres. Pour une meilleure segmentation, pour la définition surtout d'un programme marketing relationnel adapté par segment, et puis s'engager, comme on l'a vu, au plus auprès des experts, qui sont très clairement ceux qui ont le plus de potentiel d'achat sur Internet, et notamment les plus réactifs vis-à-vis de l'email marketing. Très bien. Eh bien, merci à Axiom d'avoir conduit cette étude cette année. L'étude sera reconduite bien évidemment l'année prochaine, cette fois-ci avec WDM, et en 2014 avec Social Mix Media. J'aimerais peut-être prendre quelques questions si on a encore le temps. Je commencerai bien par vous demander, est-ce qu'il y a un moment privilégié pour envoyer sa campagne d'emailing, que ce soit dans la semaine, un jour particulier ou une heure dans la journée? Est-ce que vous avez pu tester ça? Alors, c'est quelque chose qu'on ne teste pas dans l'étude. Et d'ailleurs, on nous demande régulièrement de mettre une question là-dessus, ou des questions, pour des raisons qui sont très simples, qui sont que la réaction des internautes, ou en tout cas les attentes des internautes, sont totalement liées au type d'offres, au type de produits et à eux-mêmes la cible qu'ils sont. Donc on a des résultats qui sont extrêmement différents, on le sait, suivant les contextes. Donc la seule chose que je peux, je dirais, conseiller à un annonceur, c'est effectivement de faire du test, de faire des campagnes qui sont découpées par jour de la semaine et heure de la journée. Ça peut prendre un peu de temps, ça doit être fait sur plusieurs semaines ou plusieurs mois. Il faut suivre des indicateurs et on peut se rendre compte par rapport à ses propres offres comment opérer. Puis deuxième chose aussi que je voudrais dire, c'est que par rapport à ce qu'on a vu quand même, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, 90% des internautes consultent leur messagerie principale au moins une fois par jour et que vous avez quand même une bonne dose d'experts dans ces internautes et que ces experts passent leur temps sur leur smartphone. Donc de toute façon, ils sont sans arrêt connectés. D'autres questions? Oui, il y a une question vers le fond. Merci. Bonjour, j'avais juste une question. Bonjour. Par rapport à l'avant-dernier slide de la partie typo, là, de la dernière partie. Vous aviez montré donc la segmentation avec du plus expert au plus détaché.
il y avait une numérotation sur la gauche. Je voulais savoir si s'il y avait une raison particulière ou si c'était complètement arbitraire. Parce qu'on a vu que oui, en fait, la numérotation, elle est liée à l'expertise vis-à-vis de l'email marketing et l'Internet, d'accord. Donc, le premier groupe, c'est vraiment le positionnement sur l'axe. L'axe, c'est notion d'expertise. Et on parle d'expertise et pas d'ancienneté, hein, d'accord. Ça, c'est important. Voilà, parce qu'il y a des gens qui se connectent sur Internet tout de suite et qui peuvent être assez experts. Ou même des gens qui sont connectés depuis très longtemps et qui ne le sont pas du tout. Merci. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. D'autres questions ? Vous avez défendu tout à l'heure l'email comme un support intéressant. Comment expliquez-vous dans ce cas que la part de l'emailing dans les budgets marketing, d'e-marketing, soit décroissante? Alors, elle n'est pas forcément décroissante, mais effectivement, elle n'est pas en croissance, en tout cas vis-à-vis d'autres canaux. Il y a plusieurs phénomènes qui se passent. Le marketing digital est un secteur du marketing qui repose beaucoup sur l'innovation, très clairement. L'innovation, les nouveaux canaux. Aujourd'hui, soyons clairs, l'email marketing n'est plus innovant, il est très prouvé. Ça fait 15 ans que vous avez des annonceurs qui agissent dessus. Donc, je dirais qu'il ne bénéficie pas d'une réputation de canal innovant. Et je pense que les directions marketing ont quand même tendance un petit peu, de fait, à mettre cela de côté. Deuxièmement, on est sur quand on fait du marketing digital, on est pour beaucoup d'e-commerçants notamment sur des nécessités de se faire connaître, hein, de faire de la conquête client. Et effectivement, le conquête client, tout ce qui est mécanique de search reste un point primordial pour un e-commerçant. Mon retour d'expérience, notre retour d'expérience, d'ailleurs quand on en parle au sein du syndicat, c'est quand même aussi de rappeler constamment aux marketeurs qu'il est beaucoup plus cher de conquérir un nouveau client que de fidéliser, garder son ancien client. Donc là, effectivement, de mon point de vue, il y a des erreurs de stratégie. Donc j'invite les directions marketing à prendre du recul par rapport à leur plan marketing et au vu des chiffres qu'on peut montrer, qu'eux-mêmes d'ailleurs constatent, moi je le vois très bien sur des marques très matures, hein, qui font peut-être pas beaucoup de bruit par rapport à leur stratégie marketing, mais qui regardent aujourd'hui le canal email de la même façon qu'ils regardent le canal papier. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un canal qui est important, sur lequel, à chaque fois qu'on sait qu'on va envoyer une campagne, il y a tant de chiffre d'affaires qui va tomber. Donc j'invite des marketeurs peut-être un petit peu moins matures à je dirais peut-être un peu moins surréagir vis-à-vis des problématiques d'innovation et à regarder des fondamentaux qui existent dans le marketing digital. À cet égard d'ailleurs, on y croit tellement qu'au sein du SNCD, on a édité une cartographie des acteurs de l'emailing que vous pouvez aller chercher sur le stand. Hein, le stand est devant le Tweet Café. Et sur cette cartographie, ça vous permet de comprendre quels sont tous les acteurs qui interviennent dans le montage, on va dire, d'une campagne email. Si ça vous intéresse, allez prendre ce document, il est gratuit et je pense que c'est une très bonne synthèse du cycle de vie d'une campagne d'email marketing. Peut-être pour ajouter par rapport à une réponse par rapport à votre question, je pense que l'email marketing a probablement été un des leviers sur lequel on a à un moment donné complètement oublié aussi les fondamentaux du marketing relationnel. Oui, tout à fait. Pourquoi ? Parce qu'on s'est dit envoyer un email ça coûte pas cher, donc j'oublie de cibler. Un email marketing, ça coûte pas cher, donc j'oublie de gérer la pression commerciale. La réaction de ça a été un effondrement des taux d'ouverture, une augmentation une augmentation du spam aussi auprès des réceptions en tout cas dans la réception. Donc une gestion qui était plus difficile aussi de la délivrabilité. Et je pense que nous, en tant que professionnels, notre métier, c'est justement de mettre en œuvre ces bonnes pratiques, donc d'apporter le ciblage, la connaissance client. Je pense qu'il y a des innovations qui sont faites aujourd'hui dans le domaine de l'email marketing. Alors le retargeting n'est pas forcément une innovation, mais en tout cas, on voit pas mal de choses se développer là-dessus. Et surtout le targeting basé sur des comportements de navigation sur son site web qui portent forcément des problématiques de privacy et de se dire est-ce que je peux rapprocher une donnée de navigation d'une donnée personnelle qui est l'email. En tout cas, on voit des choses comme ça apparaître. Et forcément, ces innovations vont permettre, à mon sens, de remettre dans le bon trend l'email marketing parce qu'il va devenir en tout cas plus efficace. Voilà. D'autres questions ? Oui, il y a une question. Merci.
Le micro arrive. Bonjour, je voulais savoir si vous, dans les parts de création dans les sources de création de trafic d'un site internet, l'email représente quoi? Vous pouvez préciser la question, s'il vous plaît ? Pour arriver sur un site internet, on peut venir du référencement naturel, du référencement payant, de l'affiliation. Quelle est la part de l'email? C'est quelque chose qu'on ne mesure pas. Enfin, c'est pas l'objectif de l'étude, effectivement. Je ne saurais pas vous répondre. Effectivement, je ne saurais pas vous répondre. J'aurais tendance à dire qu'elle est forcément moins forte que le search, au vu des budgets qui sont consacrés au search. Peut-être par rapport à ce que vous soulevez comme problème, qui est l'email de conquête, finalement, est-ce que ça marche encore? L'email de conquête a beaucoup souffert ces dernières années, soyons clairs. D'ailleurs, ça a participé peut-être à oublier l'importance de la fidélisation par email. Dans l'email de conquête, et on le constate bien d'ailleurs avec cette gestion des adresses email primaires, secondaires, qui est très, très différenciée chez l'internaute, il y a un phénomène que les marketeurs, une stratégie que les marketeurs ont tendance souvent à oublier, qui est, en fait, il y a une première partie dans l'email de conquête qui consiste à obtenir l'opt-in, le consentement de son prospect, qui donne ensuite finalement la permission de pouvoir communiquer à ce prospect. Et la deuxième partie, c'est là où il y a un gros travail à faire, où intervient la segmentation, le développement le marketing relationnel, le développement de la connaissance client, qui est l'activation. Vous avez beaucoup de marketeurs qui sont déçus par des campagnes d'email de conquête parce que dès qu'ils ont l'opt-in de leur prospect, ils mettent tout simplement ce prospect dans leur base de feed. Et ne serait-ce qu'une fois de plus par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est une erreur dramatique parce que vous traitez un prospect comme un client fidélisé. Or, les attentes sont différentes. Donc, il est très important quand on fait de l'email de conquête d'accorder une importance vraiment aiguë à comment je fais pour activer, rendre ce client encore plus intéressé au point qu'il va acheter. Il y a tout le tunnel de conversion qui doit être travaillé de manière très proche. Et en plus, la beauté avec l'email, c'est que c'est très mesurable. On peut mesurer plein de choses. On peut recouper ça avec des parcours clients, avec des abandons de panier client, etc. On peut faire du retargeting. Je ne dirais pas que c'est facile à faire, mais c'est tout à fait faisable. Mais ça demande du travail qui aujourd'hui n'est pas toujours très bien fait. Je pense que votre question est très difficile parce qu'effectivement, ça dépend aussi de la maturité de votre site web. Si vous avez un site web qui démarre, à la limite, vous faites des campagnes email, on peut très vite voir un trafic important arriver vis-à-vis de l'emailing. Si vous avez déjà une marque qui est très connue, j'ai envie de dire le search, on va apporter beaucoup de trafic à lui tout seul. Une question derrière. Encore, merci. Bonjour, j'avais deux questions en fait. La première, c'était qu'est-ce qui est considéré comme un bon, c'est la question à 1 million d'euros, mais quel est le bon taux d'ouverture pour un email de fidélisation versus un bon taux d'ouverture pour un email de conquête? Et j'ai une autre question ensuite sur les. On va donner chacun notre version. Oui, pardon. Allez. Et l'autre question que j'avais, c'était. Dans l'étude, est-ce que vous avez vu si certains internautes étaient à la recherche non seulement de promos, d'actualité des marques, mais aussi de conseils? Parce que je trouve que dans la relation, on parle pas mal de contenu. Et je sais que pour mon entreprise, j'ai eu pas mal de bons résultats avec du contenu lié aux préoccupations des internautes autour de la marque. Donc au-delà du produit, en fait. Dans l'utilisation des produits, dans les conseils de look, etc. Oui, tout à fait. Enfin, on l'a peut-être mal traduit, on va dire. Je vais répondre à la deuxième question d'abord. L'internaute, vous avez vu dans les chiffres, vous pourrez les revoir après, il y a effectivement des attentes numéro 1 d'offres promotionnelles, mais rapidement aussi l'envie d'avoir une newsletter. Donc, dans la newsletter, derrière, c'est toute l'information qui va autour de la marque, et effectivement, comme vous dites, pour avoir des informations astucieuses ou de la valeur ajoutée sous forme de conseils, d'informations, etc. En B2C et en B2B, c'est même carrément le point numéro 1. En B2B, on cherche de l'information pertinente, efficace pour m'aider à faire mieux mon métier.
Tu veux peut-être commenter aussi là-dessus avant qu'on passe à la première question? Non, ça va, on peut passer. Alors, première question, écoutez, moi je vais vous donner mes retours d'expérience. Je dirais que sur de la feed, on doit... Mais après, je donne des moyennes, des grosses moyennes. Sur de la feed, on va être pour moi, au minimum 20% de taux d'ouverture, mais après des campagnes qui sont très ciblées sur des offres bien faites. Moi, j'ai déjà vu des taux d'ouverture qui montent beaucoup plus fort que ça, du 50-60. Alors après, ça, en fait, ce qui va très souvent se passer, c'est que vous allez avoir des taux d'ouverture très forts sur des petites cibles, parce qu'on travaille beaucoup dans la qualité. Sur la conquête, on est loin d'être dans le 20% ou le 50%, on est beaucoup plus loin que ça, on est plutôt sur de l'ordre de quelques pourcents, et encore, mais tu peux plus commenter toi-même, parce que c'est plus ton métier. Bien évidemment, tout dépend de la métrique dont on parle. Il faut être transparent sur est-ce qu'on parle d'un taux d'ouverture cumulé ou est-ce qu'on parle d'un taux d'ouverture unique. D'accord. Et je pense que les prestataires ne sont pas suffisamment transparents là-dessus vis-à-vis des annonceurs. Je pense que lorsqu'on parle de taux d'ouverture unique, effectivement, lorsqu'on est à 25%, donc je suis à peu près dans les mêmes chiffres que Philippe par rapport à ça, on est sur des bonnes campagnes de feed. Et bien évidemment, ensuite, tout va dépendre de la relation que le consommateur a avec votre marque. Et sur des segments à forte valeur, vous pouvez monter très largement à plus de 50. En conquête, quand on cible, quand on met en œuvre, on va dire, les bonnes pratiques, voilà, quand on arrive à plus de 10, 12%, on commence à être satisfait de la campagne et on peut bien évidemment monter sur des taux d'ouverture, mais je parle de taux d'ouverture unique. D'accord. Le conseil que j'aurais à donner là-dessus, c'est de... Parce que je pense que chaque marque, chaque offre peut avoir effectivement des résultats très différents. C'est établissez des dashboards que vous suivez dans le temps. C'est les tendances qui sont importantes. Alors essayez de croître. Et puis si vous avez des décroissances, il faut chercher à comprendre qu'est-ce qu'on a changé dans les programmes ou ce qu'on n'a pas assez bien changé pour conserver l'attention de l'internaute. C'est important de regarder des indicateurs dans la durée, pas de manière ponctuelle simplement. Pour moi, un indicateur de manière ponctuelle, il a très peu de valeur. J'ai envie de dire, même en conquête, on est amené, nous, à mettre en œuvre des bases de prospection online où le principe est de dire je vais alimenter un puits de données, email, qualifié, je définis mes cibles et ensuite je travaille dans le temps la répétition sur les différentes cibles en connaissant justement la pression commerciale que je peux faire à chacune des cibles. On prend une dernière question peut-être. Je me retourne vers l'animatrice. Oui. Oui, on a le temps. S'il y a une dernière question. Ah, super. Merci. En fait, dans la conquête, oui. Qu'est-ce qui va pousser, qu'est-ce qui pourrait dans le mail va pousser quelqu'un à ouvrir Alors l'ouverture, c'est l'objet, d'accord, et l'expéditeur. Donc l'ouverture, c'est est-ce qu'il y a une affinité par rapport à la marque, et l'objet, est-ce que j'ai une promotion qui effectivement m'intéresse et est-ce que j'ai un sujet qui m'intéresse en tant que consommateur. Est-ce que je suis déjà, première question, bien délivré dans l'inbox et pas dans le spam box. Je pense que ça aurait été c'est la première problématique. Et une fois qu'on a ça, effectivement, est-ce qu'on a le bon objet? Est-ce qu'on est sur un email primaire, secondaire? Voilà. Mais l'objet est important, donc promotion et intéresser l'internaute, ce qui veut dire le connaître. Oui, dans les opérations de conquête, ce qui marche quand même très bien, c'est effectivement jouer sur le jeu de la bonne affaire pour avoir un premier levier d'intérêt de son internaute. Après, vous avez des marques qui vont faire de la conquête simplement pour construire pour faire du branding, pour se faire connaître et qui vont avoir comme objectif. En fait, ça dépend aussi de vous-même, de vos objectifs de conquête. Et ça, c'est vraiment des choses que le marketeur doit se poser. Je fais de la conquête pourquoi? Pour vendre directement. Je fais de la conquête pour faire connaître ma marque, pour faire connaître un nouveau produit, un nouveau positionnement. Tout ça, ça va influencer après ce que vous allez mettre dans vos créas et puis la tonalité du message. Ça, c'est clair. Il est vrai que l'internaute a quand même tendance, quand il n'est pas client d'une marque, à être surtout attiré par les bonnes affaires. Soyons clairs. Il y a beaucoup d'opérations de conquête qui donnent plutôt des bons résultats avec des super offres promotionnelles en pied d'appel, en appel. Je ne pense pas me tromper. Voilà. Une question encore. Pour suivre les taux d'ouverture, est-ce que vous avez des chiffres concernant les taux de clics?
Le clic, ça va vraiment dépendre de l'offre et de la qualité de votre offre. On peut être, j'ai envie de dire, à 25%, c'est plutôt un bon taux de clic. Pardon, 25%, c'est un bon taux de réactivité. D'accord ? Clic sur ouvreur. Quand on est sur donc réactivité, clic sur ouvreur, c'est clair, d'accord. Quand on est sur du 15%, bon, on se dit c'est pas terrible. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, en tout cas, merci de votre écoutez, oui, merci à tous pour votre attention et vos nombreuses questions. Merci à l'animatrice, merci à Frédéric, et puis bonne fin de salon.